Film Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Emmanuel Milimouno. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute des programmes de Film FM. Bonsoir et merci encore de votre fidélité. Bienvenue dans cette session d'information. On l'ouvre tout à l'heure avec une demi-heure d'information locale, tout le condensé de l'actualité au niveau national. Et puis on va se rendre à Mermeria, c'est dans la commune rurale de Sangardo à Kissidougou. Là-bas, pour 1000 habitants, pas de poste de santé digne de nom, encore moins un agent de santé. On y fera un tour pour découvrir le calvaire de ces populations. Dans la rubrique La Une 2, aujourd'hui, nous recevons le directeur de publication du site laguinée.info. Avec lui, nous parlons de la rencontre entre les autorités judiciaires et les citoyens sur l'insécurité dans la région de Kankan. L'éditorial de ce vendredi s'intéresse à la sortie médiatique du professeur Bano Bari, qui continue à alimenter le débat. Les réseaux sociaux se déchaînent contre l'universitaire. Et puis, dans le grand format, des sapeurs-pompiers font le plus souvent l'objet d'attaques sur le terrain d'intervention, notamment à Conakry. Des agents sont blessés, des matériels endommagés. Le diagnostic est posé par le directeur régional de la protection civile de Conakry et des alertes sont lancées à l'endroit des citoyens. 10 minutes avant 19h, comme tous les jours, Film Soir reçoit aujourd'hui comme invité le responsable de communication du Forum des forces sociales de Guinée, Ibrahima Balaya Diallo, s'exprime sur divers sujets, notamment la loi de finances rectificative 2023. Vous le savez, elle a été promulguée hier par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Voici les articulations de cette grande session d'information. D'autres informations viendront bien entendu la meubler. Mais d'abord, commençons par le commencement, le journal. Film Soir, plein feu sur l'actu, la totale de l'actualité nationale. Et le journal aujourd'hui, il vous est servi par Mamadou Boui Diallo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Emmanuel Milimono, bonsoir à tous. Les négociations entre le gouvernement et le mouvement syndical visant l'augmentation du salaire des fonctionnaires piétinent. Le gouvernement propose 20% de hausse du point d'indice, une proposition jugée insignifiante par les syndicats. On fera le point dès le début de ce journal. Problématique de logement en Guinée, le gouvernement à travers l'agence guinéenne pour le financement du logement s'active sur le terrain. 1662 logements sociaux sont en phase de construction à travers le pays. Au sommaire également, les agriculteurs guinéens s'insurgent contre la décision du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage qui interdit l'importation des poussins au profit de ceux guinéens. La décision, vous allez le voir, passe mal chez les agriculteurs. Vous les entendrez également dans ce journal. Et puis enfin, après 3 mois de repos biologique, le ministère de l'Environnement autorise la coupe et le transport de bois. Reportage à suivre dans cette session de Film Soir. Voilà pour le sommaire. Soyez les bienvenus. Film FM, le journal. Nous sommes vendredi 6 octobre 2023. C'est un plaisir de vous retrouver au compte de cette session de Film Soir. Les représentants du mouvement syndical, du gouvernement et du patronat se sont encore quittés hier sans trouver un compromis autour de l'augmentation du salaire des fonctionnaires. Le gouvernement est resté campé sur sa position de 20%. Une situation que déplore le porte-parole des syndicats. Abdoulaye Bari l'a fait savoir dans l'émission Talk Politique avant de dénoncer le manque de volonté de la part des autorités qui, selon lui, ne veulent pas améliorer les conditions de vie des fonctionnaires. Il s'est aussi exprimé sur la situation des enseignants contractuels. Sur la question, il dit qu'une solution est en train d'être trouvée. Mbani Sidibé. Cela fait plus de 2 mois que les négociations ont commencé entre le mouvement syndical, le gouvernement et le patronat. Mais c'est toujours l'impasse autour de l'augmentation du salaire des fonctionnaires. La récente proposition de 20% proposée par le gouvernement n'a pas connu d'évolution. Pendant plusieurs heures de discussion, les autorités sont restées campées sur leur position. Pendant ce temps, les syndicats demandent 90% d'augmentation. Le porte-parole du mouvement syndical ne cache pas sa déception. Abdoulaye Bari. Le gouvernement n'a pas fait une autre proposition. Ils sont restés sur les 20%. Nous aussi, nous sommes restés sur les 90%. Il n'y a pas eu d'avancée. Pour le moment, nous ne voyons pas la bonne volonté du côté du gouvernement ni du patronat pour pouvoir faire des bonnes propositions pour aider le travail guinéen. À en croire le porte-parole du mouvement syndical, il est bien possible d'améliorer le salaire des travailleurs. Abdoulaye Bari parle des manques de volonté. La loi des finances 2023
c'est 7 000 milliards. Dans ça, il n'y a que 2 000 milliards pour les masses salariales. Où vont les 5 000 autres milliards? C'est ce qui constitue un problème. Pendant que le pauvre enseignant, il n'a même pas 3 millions. C'est quelque chose qui est grave. C'est le manque de volonté qui est là. Concernant la situation des enseignants contractuels, le porte-parole du mouvement syndical précise que le dossier est sur la bonne voie. Abdoulaye Bari. Pour les enseignants contractuels, nous avons signé un procès verbal pour leur engagement. Ce procès verbal est vraiment en train d'être respecté. Aujourd'hui, il y a une commission nationale technique qui a été mise en place pour organiser le concours. Sur la table de négociation, il a été aussi question de la situation des travailleurs dans le secteur privé. Les syndicalistes souhaitent une augmentation de salaire à hauteur de 70%. Les autorités guinéennes s'activent à trouver une réponse aux problématiques liées au logement en Guinée. 1662 logements sociaux sont en phase de construction dans le pays. C'est du moins ce qu'a fait annoncer ce vendredi le DGA de l'Agence guinéenne pour le financement du logement à Guifel. Selon Abdelkarim Richard Ba, un projet de viabilisation de 64 hectares a déjà bénéficié d'un financement des autorités de la transition. On fait le point avec Mariamba. Présent en Guinée depuis 2 ans et demi, l'Agence guinéenne pour le financement du logement s'illustre tant bien que mal. La conception des logements, la signature des conventions avec les promoteurs, la construction, le suivi sont entre autres des réalisations faites par cette agence. Abdelkarim Richard Ba, DGA de la Guifil. Financement de 64 hectares en mars 2022. La compréhension du processus de fabrication des logements sociaux. De voici le foncier et jusqu'à la gestion des résidences livrées par un syndic de copropriété. Selon le DGA de cette agence, ces logements permettront à chacun de s'offrir un toit. C'est pourquoi les prix ont été fixés de manière à ce qu'ils soient accessibles à tous. Les logements sociaux, un 80 m² est à 200 millions, un 95 m² est à 250 millions, un logement dit économique, lui qui a 110 m² va être un peu plus cher, et un autre type de logement qui s'appelle logement de standing. Parce que nous travaillons tous, nous avons des revenus différents, on a pensé aux logements sociaux, aux logements économiques et aux logements de standing. Avec ce projet, la Guifil mettra à disposition des Guinéens 1662 logements sur toute l'étendue du territoire national. Déjà, 6 chantiers sont ouverts à Conakry et à l'intérieur du pays. Nous avons 6 chantiers ouverts aujourd'hui. Matoto à Sonfonia, à Friguiabé à Kindia, à Serre à Mamou, à Karafamoria à Kankan, à Komo à Zerekore. Sur ces 6 chantiers, nous développons les 1662 logements. Il est clair qu'après, dans les mois à venir, nous allons ouvrir des chantiers dans les 33 préfectures. Ça sera sur l'ensemble du territoire national. Ces logements en phase de construction ne sont pas destinés qu'aux fonctionnaires. Ils sont à la portée de tous les Guinéens qui souhaiteraient s'en procurer, a rassuré le DGA de la Guifil. Espérons que ces logements sociaux vont bien évidemment profiter aux Guinéens. Allez, à présent, économie dans ce journal pour faire face au déficit budgétaire de près de 8 000 milliards de francs guinéens et financer les projets dits prioritaires. Le gouvernement a émis le souhait de lever 5 000 milliards auprès des banques de la place à travers le mécanisme d'obligation de trésor. L'opération qui découle d'un cadre légal pourrait toutefois avoir des répercussions, notamment sur l'octroi de crédits aux entreprises et ménages par les banques de la place. On écoute à ce propos l'économiste Abdoulaye Girassi. Il y a plusieurs demandeurs. Il y a l'État qui est demandeur. Il est par le biais des bons du Trésor, par le biais des obligations du Trésor. Il y a aussi les ménages par le biais des crédits. Il y a aussi les entreprises qui demandent et qui émettent également ce qu'on appelle les billets de trésorerie. Il y a également les banques même qui en ont besoin, qui émettent ce qu'on appelle les certificats de dépôt. Ces titres-là sont sur le marché. Mais si l'État à lui seul capte 5 000 milliards, la part qui reviendra maintenant aux ménages et aux entreprises va largement s'amenuiser. Et donc, et pour taquer par le développement, par le forcement des PME et des PMI, le moteur de la croissance qui doivent aider l'économie réelle à se développer, et si on les prive de liquidité, ça pose de sérieux problèmes pour la croissance économique. Autre impact que pourrait engendrer la levée de fonds de 5 000 milliards auprès des banques, c'est la hausse de l'inflation. C'est pourquoi l'économiste Abdoulaye Girassi invite le gouvernement à opter pour le juste milieu dans la levée de fonds sur le marché financier. On l'écoute à nouveau. Il y a des avantages et inconvénients. Avantages, nous avons besoin des infrastructures, des ponts. Ça, c'est une réalité. C'est pourquoi je salue un peu le gouvernement de transition dans ce cadre-là. Très bien. C'est sans précédent. Il y a un effort substantiel et remarquable dans les infrastructures. Ça, c'est à saluer. Par revanche, le montage financier tel qu'il existe actuellement, nous avons actuellement une inflation
autour de 8,6%. Contrairement à ce que j'ai entendu hier, le gouverneur a parlé de 6%. Ouais. L'inflation actuellement est à 8,6%. Et l'inflation tablée dans le LFR, la cible est portée à 9,2%. Et c'est ce moment qu'on choisit pour ouvrir le robinet de la liquidité. Ouais. Alors qu'on devait normalement le refermer. Abdoulaye Girassi, économiste, qui s'exprimait par rapport à la levée de fonds de 5 000 milliards auprès des banques de la place, un souhait émis par le gouvernement de transition pour, dit-il, financer des projets d'intérêt prioritaire. Mais toujours est-il que cette levée de fonds pourrait avoir justement un impact par rapport à l'octroi de crédit auprès des banques de la place. On poursuit ce journal. Lancement ce vendredi à Conakry du projet Wiria. C'est un incubateur culturel destiné à stimuler l'expansion du cirque en Guinée. Cette action est soutenue par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères via l'ambassade de France en Guinée. Le projet s'étendra sur une période d'1 an et débute à partir de ce mois d'octobre 2023. Il concerne les artistes et compagnies de cirque situés dans la capitale. Compte rendu, Mohamed Diel Absouma. C'est un projet qui vise à structurer, mais surtout à outiller la filière du cirque en Guinée en créant un environnement propice à l'épanouissement des entrepreneurs culturels et artistiques. Paul Varneri, responsable de l'incubateur cirque. Alors le projet est un projet d'incubateur culturel destiné au cirque et aux entreprises et compagnies de cirque qui va s'appliquer tout au long d'une année à répondre aux demandes en termes de formation, d'accompagnement humain aux compagnies de cirque ici à Conakry. La spécificité, c'est qu'elle n'a jamais été faite ailleurs. Une initiative dont le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat n'a pas manqué d'éventer l'importance. Alpha Souma. Aujourd'hui, cette formation-là va permettre à 6 compagnies de pouvoir réellement jouer de façon professionnelle. C'est important, surtout le côté sécuritaire. Ils seront équipés, ils seront outillés pour travailler. Une société sera créée pour l'occasion, pour pouvoir faire des costumes, mais aussi réguler tout ce qui se passe en matière de ce secteur. Ce projet, qui s'étendra pour une durée d'1 an, est bien accueilli chez les bénéficiaires. Kerfala Kamara est le directeur général du Circus Baobab. On est très heureux, nous, tous les membres de cirque en Guinée, parce que depuis un moment, on attend des projets comme ça. Et je dirais très merci à la France et la Guinée, parce que le projet CIP, c'est un projet qui doit éduquer les enfants. Donc on est très heureux pour ce projet-là parce que ça doit nous apporter beaucoup de choses. Mis en place pour résoudre plusieurs problèmes, le dit projet vise également à accompagner la professionnalisation, l'autonomisation et le rayonnement mondial des artistes et des compagnies des cirques guinéennes. Santé dans ce journal. L'objectif de la Société guinéenne d'ophtalmologie est d'avoir en son sein au moins 7 professeurs agrégés dans 2 ou 4 ans. C'est sur cette note d'espoir qu'elle a lancé ce vendredi son tout premier congrès ordinaire à Conakry. Ce cadre d'échange d'idées et d'expériences s'étend sur 2 jours. En plus des ophtalmologistes guinéens, d'éminents spécialistes du domaine sont venus du Sénégal, du Mali et du Togo. Les échanges se font autour du thème la cataracte, les défis et les perspectives en Guinée. N'est-ce pas, Sekou Diataya Kamara? Ce congrès réunit d'éminents scientifiques en ophtalmologie dans un réceptif hôtelier à Conakry. Il s'agit d'un cadre d'échange d'idées et d'expériences scientifiques, comme l'indique Dr Ramata Baldé, présidente de la Société guinéenne d'ophtalmologie. Nous sommes à notre premier congrès, c'est le congrès le plus jeune parmi toutes les associations savantes de la Guinée. C'est le premier congrès, on espère aller loin. Pour le moment, on n'a pas de professeur agrégé en ophtalmologie. Ça va être le chemin qui va aboutir vers ça, l'agrégation. Les travaux ont été lancés par le vice-recteur chargé des études à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Dr Mohamed Ansoumane Kamara se dit convaincu des débouchés de ce congrès chez les participants. Ce congrès revêt un intérêt particulier pour les spécialistes en santé oculaire. Ça leur permet d'évoluer dans leur grade académique et professionnel. L'ophtalmologie continue d'exister en Guinée, ce qui n'était pas sûr il y a près de 20 ans, car il n'y avait que 3 ophtalmologistes dans le pays, a rappelé le chef de la chaire d'ophtalmologie. L'élan est donc pris, mais il y a des défis à relever, ajoute professeur Rafi Ousso. Les défis sont énormes, notamment dans le domaine des ressources humaines. Si la Guinée a eu quand même, sur le plan équipement, par le biais de ce DESO-CADESO, beaucoup d'équipements, les gens sont
équipés. Je pense que dans le domaine des ressources humaines, nous avons un défi à relever. Ce défi peut être relevé, est convaincu le président de la commission santé au CNT. Pour professeur Hassan Ba, il faut simplement continuer à mettre l'accent sur la formation. La formation continue est une obligation. Et la seule façon de maintenir cette formation continue, c'est à travers le congrès. Donc je vous invite à pérenniser l'organisation de ce congrès et à assurer la formation continue de nos médecins, ce qui va soulager nos patients et améliorer les conditions de prise en charge des maladies ophtalmologiques dans notre pays. C'est ce combat que la SGO promet de poursuivre cette année. 7 assistants ophtalmologistes sont passés au grade de maître assistant. L'objectif est d'arriver à 7 professeurs agrégés dans 4 années au plus tard. Santé encore, cette fois-ci, nous mettons un accent sur la conjonctivite, qui est une inflammation de la conjonctive en membrane qui recouvre la partie blanche de l'œil et l'intérieur des paupières. Cette maladie est beaucoup plus présente dans les ménages ces derniers temps. Selon Dr Moussa Fofana, médecin généraliste, la conjonctivite peut être causée par un virus ou encore une irritation de l'œil. D'après lui, en dehors de toute complication, cette maladie est sans danger pour les yeux. Mawa Eva Silla l'a interrogé. Suivez son élément de reportage. La conjonctivite est une maladie qui se caractérise par une inflammation de la conjonctive provoquée soit par une infection ou encore par un micro-organisme. Elle peut aussi être liée à une allergie, une exposition à un produit irritant ou d'origine inflammatoire. Dr Moussa Fofana, médecin généraliste, revient sur les symptômes de la maladie. C'est une conjonctivite d'origine bactérienne. Vous avez une sensation d'irritation au niveau de l'œil avec un gonflement des paupières et sécrétion d'une liquide jaunâtre au réveil qui colle l'œil. Cette maladie est beaucoup plus fréquente ces derniers temps dans les ménages en Guinée. Mais qu'est-ce qui explique cela? Ce médecin généraliste répond. Il y a une épidémie de grippe qui peut expliquer la fréquence de la conjonctivite. Et chez nous, on a les habitudes de se serrer la main. Et souvent, quand on serre la main à quelqu'un qui a de la conjonctivite, on va utiliser son mouchoir et se frotter les yeux après. On a toutes les chances d'être contaminé. La conjonctivite peut durer 2 à 5 jours. Le traitement de cette maladie dépend de l'agent causal, comme l'explique Dr Moussa Fofana. Quand c'est d'origine bactérienne, souvent on utilise le sérum physiologique pour le lavage fréquent de l'œil et des antiseptiques. L'usage de les antibiotiques à usage local sous forme de pommade, le plus souvent, n'est pas systématique. Maintenant, quand c'est la conjonctivite d'origine virale, là aussi la contamination est beaucoup plus facile. En dehors des complications liées à la banalisation de cette maladie, elle est sans danger. Si la conjonctivite est d'origine virale, elle peut durer 7 à 10 jours, précise ce médecin. On en vient à cet élément annoncé au sommaire. Les agriculteurs guinéens s'insurgent contre la décision du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage interdisant l'importation des poussins au profit de ceux produits en Guinée. Ils étaient nombreux ce vendredi au département pour demander au ministre Mamoudou Nanya Lembari de revenir sur sa décision, car selon eux, les poussins produits en Guinée ne sont pas de qualité. Je vous propose d'écouter Abdul Gadiri Conté, un des agriculteurs mécontents. Nous, on reproche au ministère du fait qu'il est en train de faire du blocage par rapport aux importations des poussins. Il y a les accouverts ont fait des démarches auprès de lui pour avoir une interdiction d'importation des poussins. Or que les poussins qu'ils produisent ici, ça ne fait que faire perdre les gens. Ils ont vu le ministre n'a pas eu le temps de nous appeler, nous d'abord, les agriculteurs, nous écouter pour pouvoir prendre une décision. Donc il a pris une décision unilatérale qui va à l'encontre du développement du secteur avicole guinéen. Selon ces agriculteurs, plusieurs d'entre eux ont subi d'énormes pertes à cause non seulement de la mauvaise qualité de la production des accouveurs, mais aussi de la décision du ministre. Et si rien n'est fait, le prix des œufs risque de connaître une hausse, prévient Abdelgadiri Conté. On l'écoute à nouveau au micro de Sori Kandia Bangoura. Si ça ne marche pas, la prochaine étape, c'est le mois de Ramadan Karem qui approche comme ça. Si il ne libère pas maintenant là, vous les journalistes, vous serez témoins. Si le prix de l'alvéole monte à 100 000 ou à 120 000 ici, ça ne va pas. C'est la faute du ministre parce qu'il ne laisse pas le choix aux éleveurs. Or que les éleveurs ont des fonds privés pour investir dans leur secteur. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'aide. Donc tu ne prends pas ton argent, investir dans quelque chose dont tu es sûr que tu ne vas pas t'en sortir.
Les agriculteurs guinéens vont debout contre la décision du ministre Mamoudou Nanyale Mbari de surseoir, d'interdire plutôt l'importation de poussins en Guinée. Après 3 mois de repos biologique, la coupe et le transport du bois ont été de nouveau autorisés par la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Cette décision est diversement appréciée par les acteurs évoluant dans le secteur. Si le président de la Fédération nationale des professionnels de la filière bois, Ansoumane Kamara, se réjouit de la nouvelle, Mamadou Lamarana Diallo, vendeur de bois, souhaite lui une prolongation du repos biologique car, dit-il, il existe sur le marché un important stock de bois à écouler. Cette autorisation risque donc d'affecter les vendeurs, s'inquiète-t-il. Aminata Keita, reportage. La reprise de la coupe du bois était une ouf de soulagement pour certains professionnels du secteur. Dans ce centre de dépôt de bois à la cité Anko 5, les activités ont bien repris ce vendredi. Le président de la Fédération nationale des professionnels de la filière bois, Ansoumane Kamara, se réjouit de la décision du département de l'environnement. Cette année, le repos biologique n'a pas été vraiment facile parce que nous avons rencontré assez de difficultés compte tenu de la venue du bois massif du côté de la Sierra Leone, mais néanmoins nous sommes vraiment très contents, on remercie les autorités. Certains vendeurs de bois sont peu enthousiastes. C'est à l'image de Mamadou Lamarana Diallo qui souhaite une prolongation du repos biologique. Nous aimerions à ce qu'il y ait une prolongation, ne serait-ce que pour 1 mois ou 2 mois, que du repos biologique, bien sûr. La venue de nouvelles marchandises sur le terrain empêcherait ces quantités-là d'être écoulées sur le terrain. Si la coupe ou le transport du bois est autorisé, l'interdiction de l'exportation est démise. Le président de la Fédération nationale des professionnels de la filière bois, lui, ne trouve aucun inconvénient à cela. Il souhaite simplement une assistance de la part des autorités. Cette mesure n'est pas mauvaise en soi parce que il faut savoir l'exportation de bois brut, ça a plus d'impact négatif que de positif. Nous souhaiterons que quand la période du repos biologique arrive, que l'État, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, que la mesure soit respectée par tous les acteurs. La mesure de l'interdiction de la coupe du bois avait été prise par le ministère de l'Environnement pour lutter contre la déforestation et permettre aux espèces bois de grandir pendant la saison pluvieuse. Trouver une place pour inhumer un mort dans certains cimetières de Conakry est devenu un véritable casse-tête. En plus du manque de place, certains quartiers n'en disposent même pas. Une situation dénoncée par des religieux et autres acteurs de la société civile. Yamoussa Bangoura, membre du Conseil national des organisations de la société civile, impute la responsabilité au secrétariat des affaires religieuses et aux élus locaux qui s'illustrent selon lui dans la vente des domaines réservés aux cimetières. L'imam de la mosquée de Nongo lui invite les nantis à offrir des domaines pour en faire des cimetières. Amadou Ribari. C'est une préoccupation de plusieurs habitants de Conakry où et comment enterrer son mort dans l'honneur et la dignité. Car à plusieurs endroits de la capitale, les cimetières sont saturés. Certains, par manque de place, se voient obligés d'envoyer leur corps à l'intérieur du pays pour l'inhumation. Une situation que déplore Yamoussa Bangoura, membre du CNOSC. Ces personnes étaient comme nous, on sera comme ces personnes. Il n'y a pas de cimetière. Regardez aujourd'hui, il y a des personnes qui sont obligées d'envoyer leur corps jusqu'à l'intérieur du pays. Vous voyez les calvaires. Vraiment, c'est regrettable. Il faut avoir peur de ces cimetières. Interrogé par nos confrères du site Africa Guinée, le gardien du grand cimetière de Cameroun, situé dans la commune de Dixine, a décrit la peine de plusieurs familles à trouver une place pour procéder à l'enterrement. À ce manque de place, s'ajoute la profanation de plusieurs cimetières de Conakry par des individus. Yamoussa Bangoura, acteur de la société civile, accuse des élus locaux de vendre les espaces dédiés aux aires de jeu et cimetières. Le premier imam de la mosquée de Nongo exprime le même chagrin. Elhadji Youssouf Diallo explique surtout le danger pour un être humain de profaner un cimetière et le bienfait pour celui qui offre un cimetière. Déterrer un corps et enterrer un autre constitue une malédiction parce que le prophète, paix et salut sur lui, a dit que si quelqu'un casse l'os d'un mort, c'est équivaut à celui qui s'est attaqué à un vivant, donc c'est un péché énorme. Dieu, toujours dans sa grandeur, promet une récompense à celui qui utilise ses moyens pour aider les autres à avoir un cimetière. Yamoussa Bangoura, activiste de la société civile, invite le secrétariat des affaires religieuses à se pencher sur le cas de ces cimetières de la capitale. Il souhaite surtout que des dispositions idoines soient prises pour sécuriser ces lieux où reposent à jamais nos dévanciers. Une triste réalité.
Bouclons ce journal par cet élément de justice. Le procureur près le TPI de Sigiri a fait le point cette semaine sur les récentes scènes de crimes enregistrées dans la ville aurifère. Mamadou Kindi Baldé annonce qu'en juin 2023, au moins 17 cas de criminalité, 11 cas d'attaque à main armée ayant entraîné la mort de 9 personnes et le vol de plusieurs millions de francs guinéens et des montants en devises étrangères ont été enregistrés dans la préfecture. Les services de maintien d'ordre ont pu mettre hors d'état de nuire à certains malfrats qui sont actuellement en détention à la prison civile de Sigiri. Alassane Djigé Diallo. C'est à travers une conférence de presse qu'il a animée mardi dernier, en compagnie du préfet, que le procureur de Sigiri a fait le point sur la recrudescence de l'insécurité qui bat son plein dans cette ville aurifère. Ces derniers mois, indique Mamadou Kindi Baldé, les citoyens de Sigiri ont été victimes de plusieurs cas d'attaque à main armée ayant entraîné beaucoup de dégâts. Du 23 juin à la date où nous sommes, il y a eu un minimum de 17 crimes. Parmi ces 17, il y a 11 cas d'attaque à main armée. Ces 11 crimes ont causé 9 morts, 6 blessés graves, plus de 300 millions de nos francs de l'or emporté et d'autres biens. En guise d'exemple, le procureur Mamadou Kindi Baldé a mentionné le cas d'un orpailleur qui aurait été tué à son domicile par un groupe de malfaiteurs. Le 24 septembre, des hommes armés sont rendus au domicile de Nouma Koulibaly, orpailleur âgé de 30 ans, dans les environs de 19h, au quartier Fangamadou, dans le district de Balato. Ils ont tiré à bout portant sur lui et ils ont emporté le bien qui était avec lui. La bonne nouvelle dans cette affaire, selon le procureur, certains malfrats ont été arrêtés par les forces de sécurité. Les présumés auteurs viennent d'être déférés. J'ai orienté l'affaire en information. Ils ont été mis sous mandat de dépôt. Il s'agit d'un cas de fausse monnaie. Des citoyens ont été pris par les services des patrouilles avec un montant de 5 millions de francs CFA et plus de 2 millions de francs guinéens de faux billets. Ils viennent d'être déférés. L'affaire est orientée en information. Il y a eu un cas de détention illicite d'armes. Il vient d'être déféré. À côté du grand banditisme, des cas d'éboulement endeuillent plusieurs familles. C'était l'essentiel des infos au compte de la rédaction. Merci de l'attention. Je vous retrouve d'un moment à l'autre pour le Transinfo. Mais en attendant, Film Soir se poursuit avec vous, Emmanuel Milimon. Merci à vous, Mamadou Boy Diallo. Dans un instant, on va, dans le cadre de la rubrique de la Une 2, je vous rappelle, nous allons recevoir le directeur de publication du site laguinée.info. Et nous allons justement revenir sur la rencontre entre les autorités judiciaires et les citoyens sur la lancinante question de l'insécurité dans la région de Cancan. C'est juste après l'Interland. Film Soir, l'Interland. L'actu de nos régions déclinées par nos correspondants. Et cet interland nous conduit à Mermeria, un district de la commune rurale de Sangardo relevant de la préfecture de Kissidougou. Là-bas, les infrastructures sociales de base, notamment sanitaires, sont presque inexistantes pour une population qui avoisine 1000 habitants. Pas de poste de santé digne de ce nom, encore moins un agent de santé. À cela s'ajoute le problème d'eau potable. Seul un forage ravitaille tout le village. Pour toucher du doigt cette triste réalité, notre correspondant basé dans la préfecture est allé à la rencontre des populations. Suivez son reportage rendu en studio par Mamadou Aliou Bangoura. Située à 30 km du centre urbain de Kissidougou, Mermeria est l'une des agglomérations les plus enclavées. Même si les difficultés auxquelles est confrontée cette localité sont nombreuses, les priorités sont tout de même identifiées. Namfadiba Mansari est la présidente des femmes. Les difficultés que nous traversons ici est le problème d'eau. Nous sommes plus de 500 femmes. L'unique forage que nous avons est parfois débordé. Il nous faut attendre la soirée afin de s'approvisionner en eau. Les autres partent au bord du marigot pour s'approvisionner. À cause du manque d'un poste de santé, les urgences sont référées au centre-ville pour les cas d'accouchement. Les femmes en travail sont secourues par une matrone et accouchent à même le sol. Doussou Keita. Les femmes en état de procréation dépassent 400 personnes, mais nous n'avons aucune salle d'accouchement. Sinon, les jeunes ont fait de leur mieux. Quand une femme est en état de travail pendant la saison des pluies, l'eau déborde. On est obligé de le ramener dans la chambre. Là encore, aucun instrument de travail. On fait tout avec nos moyens. Pour sauver la face en attendant que l'État n'intervienne, la population a initié le projet de construction d'un bâtiment devant servir de poste de santé. Mais malheureusement, elle se trouve confrontée à un problème d'ordre financier. Moussa De Mansaré est agent communautaire.
De Mermeria à Mamouria, avec une population de plus de 2000 habitants, nous n'avons même pas un centre de santé. Nous demandons aux nouvelles autorités de nous venir en aide. Comme dans la plupart des localités de l'intérieur du pays, dans le district de Mermeria, le manque à gagner se fait sentir dans tous les secteurs. Nomadi Aliou Bangoura, retour dans ce studio et on va faire cette fois le point complet de l'actualité internationale. Film Soir, Transinfo. Film Soir au diapason de l'actualité en Afrique et dans le monde. Et c'est avec vous, Mamadou Boy Diallo. Et oui, l'actualité en Afrique reste dominée par le Gabon, là-bas, vers un procès en France contre Pascaline Bongo, sœur du président Dessus. Selon le journal français Libération, la fille d'Omar Bongo est convoquée pour un procès à Paris fin janvier. Elle aurait perçu plusieurs millions d'euros de la part d'une entreprise française spécialisée dans les infrastructures pour accéder à un marché public au Gabon. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a limogé le premier ministre Patrick Achi et tout son gouvernement en attendant la formation et la nomination des nouveaux premiers ministres. Patrick Achi et son équipe vont continuer à expédier les affaires courantes de l'État ivoirien. En interactualité, du côté, tout d'abord, le prix Nobel de la paix a été attribué ce vendredi à l'Iranienne Narges Mohammadi, à 51 ans. Cette féministe journaliste est une combattante insatiable pour les droits humains. Elle est actuellement emprisonnée à Téhéran. Karim Ladji, président de la Ligue iranienne des droits de l'homme et président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme, lui rend hommage. Enfin, en interactualité, les États-Unis ont annoncé ce vendredi l'expulsion de 2 diplomates russes en représailles à l'expulsion par Moscou de 2 diplomates américains le mois dernier. En réponse à l'expulsion infondée par la Fédération de Russie de 2 diplomates américains de notre ambassade à Moscou, le département d'État a agi de même en déclarant persona non grata 2 responsables de l'ambassade russe aux États-Unis, a déclaré un porte-parole de la diplomatie américaine. C'est la fin de ce Transinfo. Merci de l'attention. Merci à vous, Mamadou Boye Diallo. À venir dans ce film soir, on va s'intéresser à nouveau aux réactions déclenchées notamment sur les réseaux sociaux après la sortie du professeur Bano Bari, une sortie qui continue à alimenter les débats. Mais avant, comme annoncé, la rubrique La Une 2. Film Soir, La Une de les manchettes des médias d'ici et d'ailleurs. Et en ligne avec nous, le directeur de publication du site laguinée.info. Avec lui, nous parlons de la rencontre entre les autorités judiciaires et les citoyens sur l'insécurité dans la région de Kankan, une actualité traitée par le site internet. Ibrahima Souri Diallo, bonsoir et bienvenue sur Film FM. Bonsoir Milimono, bonsoir à vos millions d'auditeurs. Vous nous apprenez que face à l'insécurité grandissante à Kankan, le parquet général près la cour d'appel de Kankan a rencontré hier les services de sécurité, la société civile, les chefs de quartier et les citoyens de la ville dans l'enceinte de la maison des jeunes de Kankan. Ordre du jour, insécurité, si on vous suit bien. Oui, effectivement, chers confrères. Donc, le parquet général près la cour d'appel de Kankan a donc rencontré ce jeudi les services de sécurité, la société civile, les présidents des conseils de quartier et les citoyens de la ville. Donc, c'était donc, comme vous venez de le rappeler tout à l'heure, c'était dans la maison de jeunes de cette ville. La démarche donc visait à échanger avec l'ensemble de ces couches socio-professionnelles, comme je l'ai indiqué tantôt, sur les enjeux donc liés à l'insécurité et qui bat son plein donc dans cette préfecture. Alors, pour ce faire, un numéro vert a été donc mis à la disposition des citoyens. Il s'agit du 129. Et ceci donc pour leur permettre donc d'alerter les citoyens, les services de sécurité au cas où donc certains de ces citoyens donc sont attaqués par des bandits ou qu'ils voient donc des personnes suspectes autour de leur domicile. Et comme je l'ai rappelé, Milimono, donc profitant donc de cette rencontre, Fallou Doumbouya, qui est donc le procureur procureur donc général près la cour d'appel du Kankan, a exhorté donc les populations de cette ville donc à collaborer avec les services de sécurité afin donc de lutter efficacement contre la criminalité et la délinquance donc qui gangrène donc cette région. Et est-ce qu'on peut avoir une idée aujourd'hui de la gravité de la situation de l'insécurité ou peut-être si elle n'est pas aussi inquiétante que cela, est-ce qu'on peut avoir une idée du tableau de l'insécurité de ce côté?
Oui, et il faut quand même dire que cette rencontre intervient à un moment où l'insécurité bat énormément son plein dans cette préfecture. Les citoyens sont très anxieux parce que récemment, pour être exact, le 16 septembre dernier, un entrepôt de poissons situé donc en plein cœur du Nabaya, donc de la ville de Kankan, a été la cible d'une attaque armée. Comme je le disais, c'était donc le 16 septembre dernier. Alors, les assaillants avaient donc réussi à emporter plus de 10 millions de nos francs. Et cette insécurité bat son plein à un moment où quand même les unités de la BAC ont été déployées dans certaines régions du pays, notamment Kankan. Et comme on l'avait traité dans cet article précédent, les agents des forces de l'ordre s'étaient donc rendus au niveau de cet entrepôt. Ils avaient demandé aux gestionnaires s'ils avaient installé des caméras de surveillance. Ceux-ci leur avaient dit oui, et ils avaient donc installé les caméras. Ils ont pris les clichés de ces caméras-là, de ces images. Ils avaient donc promis aux victimes qu'ils allaient donc faire en sorte qu'ils mettent ces assaillants, mais très malheureusement, depuis rien n'a été fait. Et le procureur général après la cour de cette région avait même reconnu effectivement que la situation est très grave. Le niveau de criminalité a pris une proportion que eux-mêmes sont inquiets aujourd'hui. Et comme je l'ai dit dans mes échanges préliminaires, il a quand même invité les citoyens à collaborer. Comme vous le savez, du temps de Sékou Touré, lorsque un citoyen venait dans un quartier, et tout de suite, les citoyens essaient d'ailleurs quand même de savoir un peu sur cet étranger-là. Ce qui maintenant n'est pas le cas, très malheureusement. Des citoyens s'introduisent donc dans des quartiers alors qu'ils ne sont pas connus des citoyens. Et très malheureusement, ces bandits souvent sont même protégés par une partie donc de la population, ce qui fait que le nombre de criminalité prend une proportion très inquiétante dans la région de Kankan et particulièrement dans la préfecture de Sigiri, où aussi des boutiques d'Orange Money et du Mobile Money sont attaquées par des bandits et parfois en plein jour. Et il faut aussi rappeler que à l'issue de cette rencontre, ils ont quand même sensibilisé les citoyens donc à bancariser leur argent, parce que très souvent des citoyens, notamment dans les zones minières, se promènent avec une forte somme d'argent. Et très souvent, ces citoyens donc sont filés par soit des proches à eux, ou en tout cas d'autres bandits qui travaillent ou bien qui sont avec eux. Et donc tous ces conseils ont été distillés donc au niveau de ces populations pour qu'elles puissent prendre en compte la gravité de la situation et collaborer avec les agents de l'ordre. Ibrahima Sori Diallo, directeur de publication du site laguinée.info. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé, chers confrères. Merci beaucoup. Cet article et bien d'autres sont à retrouver sur le www.laguinée.info. À venir dans ce film Soir à Conakry, il arrive très souvent que l'on s'en prenne aux sapeurs-pompiers parce qu'ils sont arrivés en retard ou parce qu'ils n'ont pas pu éteindre un feu. Et parfois, les contraintes, vous allez le découvrir, sont très nombreuses pour eux aussi. Ces actes d'incivisme sont contrecarrés par des acteurs de la société civile qui en appellent au calme et au civisme. On en parle dans un instant dans un grand format réalisé par Sékou Diaté Camara. Et puis, 2 grands titres à retenir en sport. Paul Pogba, c'est la galère qui commence finalement pour le franco-guinéen. Il vient d'être testé pour la 2e fois positif à la testostérone. Une sanction dure attend l'international français. Et puis en culture, Diani Alpha, le rappeur engagé, s'est associé à 3 autres artistes pour livrer le titre d'Ampal. On va en parler tout à l'heure dans ce film soir. Mais avant, place à l'éditorial. Film soir, l'édito. La sortie médiatique du professeur Alpha Amadou Bano Bari continue à alimenter le débat. Les réseaux sociaux s'en déchaînent. Et puis, l'universitaire estime que les intellectuels du pays sont confrontés à un dilemme. S'ils se taisent, l'opinion publique les accuse de garder le silence coupable. Et s'ils parlent, on estime qu'ils cherchent un poste. Mais entre 2 mots, il faut choisir le moindre. C'est en tout cas l'idée de cet éditorial de FIB FM, signé Habib Yemberen Diallo. La sortie médiatique de Dr Bano Bari continue à alimenter le débat, notamment sur les réseaux sociaux.
où ses propos suscitent toujours un tollé. Les militants du parti qui a donné du fil à retordre à son mentor ne lui font aucun cadeau. Docteur a ouvert les hostilités et il reçoit les missiles de l'opposition au régime qui l'a servi. Dans l'émission radiophonique où l'universitaire a tenu les propos qui lui valent la levée des boucliers, il a posé le problème auquel les intellectuels guinéens sont confrontés. Selon lui, s'ils se taisent, l'opinion publique les accuse de garder un silence coupable. Et s'ils parlent, la même opinion publique estime qu'ils cherchent un poste. D'où le dilemme cornélien auquel ils sont confrontés. Mais entre deux mots, il faut choisir le moindre. Il appartient à ces intellectuels de faire leur choix entre se taire devant les immenses défis auxquels le pays est confronté ou parler. Dans tous les cas, la nature a horreur du vide. Si l'élite démissionne, les médiocres, eux, seront au devant de la scène pour conduire le navire Guinée pour une destination incertaine. Visiblement amer devant les critiques auxquelles il fait l'objet, l'universitaire a martelé qu'il répondra désormais coup sur coup à ces attaques. Entendez celles des militants de l'opposition au régime de son bienfaiteur. Cette posture risque d'être contre-productive parce qu'il a montré justement à ceux qui l'attaquent qu'il est sensible. Autrement dit, ces attaquants atteignent leur objectif. Or, dire qu'il va répondre désormais coup sur coup n'est pas la solution. Il serait plus utile pour lui de mettre sa connaissance et son expérience au service de son pays. Un seul homme est un militant d'un parti politique, c'est qu'une gazelle est à une meute d'hyènes. Il n'y a pas marche. Même si l'ancien ministre recrute une colonie de communicants, innovation de son mentor, le rapport de force avec ses détracteurs sera disproportionné. Le mieux serait de bien faire et de laisser dire. Dans tous les cas, l'exemple du ministre Banobari constitue une belle leçon. Au lieu de dire que les gens de sa communauté ne tolèrent pas qu'un de leurs collabore avec un autre, il aurait fallu voir quelle est la cause pour laquelle il est voué aux gémonies. Est-ce à cause de son statut d'ancien ministre ou à cause de son soutien au troisième mandat? Si c'est la première cause, les siens auront tort. En revanche, si c'est la seconde, le ministre aura tort. Au lieu de se mettre dans une posture de victime, l'éminent intellectuel aurait dû faire amende honorable, faire son mea culpa et présenter ses excuses aux Guinéens pour avoir, à un moment crucial de leur histoire, choisi le mauvais camp, celui de la violation des textes écrits avec le sang des Guinéens. Voilà ce dont il est question. Tout le reste ne relève qu'une diversion. Habib Yemberen Diallo. De là à présent, voici le grand format de ce vendredi. Film Soir, grand format. Le grand reportage de Film Soir. Des sapeurs-pompiers font le plus souvent l'objet d'attaques sur les terrains d'intervention, notamment à Conakry. Des agents sont blessés, des matériels endommagés. Le diagnostic est posé par le directeur régional de la protection civile de Conakry et des activistes de la société civile s'insurgent contre ce comportement qu'ils qualifient d'incivique. Le président de la coalition nationale des acteurs pour la paix et le développement et puis celui de la maison des associations et ONG de Guinée pense qu'on fait un mauvais procès aux agents de la protection civile qui manquent d'équipement et qui sont confrontés selon lui aux aléas de la circulation. C'est un grand format signé Sekou Diateya Kamara. Je ne vais pas dire c'est fréquent, mais on a enregistré plusieurs cas. Le lieutenant-colonel Ibrahima Souri Kaba est le directeur régional de la protection civile de Conakry. Il a sous son autorité dans la capitale 4 casernes. Si les unes sont exemptes, les autres sont régulièrement attaquées par des citoyens, confirme-t-il. La première caserne, c'est Tombo, qui couvre la commune de Kaloum, la commune de Matam et la commune de Dixine. Mais en général, ces 3 communes, il y a peu d'attaques de nos engins et de nos personnels. La deuxième caserne se trouve à Matoto. Et là-bas, on a enregistré plus de 3 cas d'attaque. La troisième caserne, c'est Ratoma qui se trouve derrière le stade de Nongo. À ce niveau, on a été attaqué plus d'une dizaine de fois. La quatrième caserne se trouve à Kagbele. Cette caserne aussi a été victime 2 à 3 fois. Le plus souvent, en attaquant des agents de la protection civile, les agresseurs ne manquent pas d'arguments, reconnaît l'officier. Ils nous reprochent qu'on vient en retard parce que le feu, il y a un embrasement généralisé et les dégâts sont énormes. Ici, les gens n'ont pas la culture d'alerter dès le départ du feu. C'est quand ils sont débordés, ils appellent les pompiers. D'ici que les pompiers n'arrivent en ce moment,
Ça veut dire c'est du dégât plus de dégâts. Et après ça, des fois, on nous accuse qu'on vient sans eau, des fois qu'on vient en retard. Ce sont ces reproches qui débouchent sur des attaques. En plus des agents qui se blessent, les quelques matériels dont ils disposent sont caillassés, ce qui ne profite à personne, indique le directeur régional de la protection civile de Conakry. C'est une seule caserne pour toute la commune. Et donc c'est 1 ou 2 engins. Donc si vous caillassez ça pour toute la commune, un seul incendie qu'on peut arrêter 2 ou 3 incendies une journée dans une commune, donc vous caillassez ce seul camion qui doit servir toute cette commune, ça veut dire que vous avez créé des problèmes pour toute la commune. Quand ils interviennent en cas de danger, les sapeurs-pompiers risquent leur vie pour en sauver d'autres, rappelle le président de la CONAPED. S'en prendre à eux dans cet exercice est un acte barbare et incivique, condamne Ibrahim Aminata Diallo. C'est de l'incivisme dans la mesure où quand vous appelez quelqu'un de venir vous secourir, vous devrez plutôt assurer sa sécurité, lui donner la confiance que quand il vient, il va non seulement faire son travail très bien, mais aussi il est dans une sécurité totale. Le coordinateur de la maison des associations et ONG de Guinée comprend l'état d'âme des citoyens qui fustigent la prestation des sapeurs-pompiers, mais avoue que les agents ne sont pas dans les conditions leur permettant de répondre aux attentes. Alpha Bayo. Ces sapeurs-pompiers ne sont pas hautement équipés comme les autres pays et n'ont pas les moyens, en tout cas de leurs actions. Vous connaissez la cartographie de la ville de Conakry. Souvent, il y a des embouteillages qui ne disent pas leur nom, sans parler de la dégradation des routes dans les quartiers et tout ce qui s'ensuit. Pour rétablir la confiance entre les sapeurs-pompiers avec les citoyens en dépit de tous ces problèmes, Ibrahim Aminata Diallo préconise d'abord la sensibilisation. Il faut faire une sensibilisation au niveau des médias, mais même la société civile. Au-delà de l'observation de l'œil critique au niveau des politiques, nous devons aussi nous intéresser à ces sujets. Du côté des citoyens, nous devrions impliquer les présidents des conseils de tous les quartiers, les communes, dans les mosquées, pour que même s'ils viennent en retard, qu'on les laisse, parce que des fois, c'est pas indépendamment de leur volonté. L'autre solution préconisée cette fois par le coordinateur de la MAOG, c'est l'amélioration des conditions de travail des agents de la protection civile en les dotant des équipements adéquats. L'État doit prendre des dispositions, d'abord pour améliorer les conditions de vie et de travail de ces sapeurs-pompiers, mais en même temps d'équiper, de donner tous les moyens nécessaires pour leurs actions. En plus, Alpha Bayo exhorte les sapeurs-pompiers à se faire accompagner par des policiers ou des gendarmes sur le terrain pour leur permettre de travailler dans la quiétude et en toute sécurité. Reportage signé Sekou Diatea Kamara. Une petite virgule et c'est le sport. Film Soir, Actu Sport, le round-up de l'actualité sportive. C'est avec vous Idrissa Somparé, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Seul représentant guinéen en compétition africaine Sor Academy connaît désormais ses adversaires. Oui, c'est à l'issue justement de ce tirage de sort qui a été effectué aujourd'hui par la CAF. L'équipe guinéenne, désormais seule dans la compétition, le Sor Academy connaît désormais ses adversaires du groupe B. Il s'agit de l'ogre égyptien Zamalek, de la formation des Sagrada de l'Angola et aussi du club de Abou Salem de la Libye. Ce qu'il faut surtout souligner, on saura le programme donc dans les jours à venir. Et puis le fils d'un ancien joueur guinéen a choisi la Belgique. Effectivement, son nom c'est Mandela Keita, c'est le fils donc du regretté Malbanga. Il évolue du côté de Leuven en Belgique, il a 21 ans. Il est le nouveau visage de la sélection des Belges donc effectué par Domenico Tedesco. Cet athlétique milieu défensif a grillé la priorité à son coéquipier Arthur Vermeeren, alors qu'en septembre, Domenico Tedesco avait innové en sélectionnant Igor Siket. Il a cette fois-ci coché le nom de Mandela Keita, alors qu'on s'attendait potentiellement à voir d'autres noms. En tout cas, ce joueur de 21 ans qui a finalement va goûter sa première sélection avec la Belgique, lui qui était à un moment donné sollicité par la Guinée. Jude Bellingham plutôt, élu joueur du mois au Real Madrid. Sans surprise, auteur de 2 premiers mois sensationnels au Real Madrid, Jude Bellingham a donc logiquement été élu meilleur joueur merengue du mois de septembre. Le but de la victoire à la dernière seconde contre Retafe, c'était le 2 septembre passé. Et la même chose contre l'Union Berlin le 20 septembre passé. Ces 2 faits d'armes ont suffi à Jude Bellingham pour être désigné meilleur joueur du Real Madrid pour le mois écoulé. Et ce même si l'anglais a semblé parfois un peu dedans après un mois d'août exceptionnel. Il n'empêche que le joueur du Borussia Dortmund est en train de réaliser un début rêvé du côté de la Maison Blanche. Et puis on termine par ce titre de la journée, Paul Pogba qui s'enfonce dans la galère. Oui, les galères sont confirmées pour le milieu de terrain de la Juventus de Turin, Paul Pogba, 30 ans, 2 apparitions en Serie A cette saison, en mars du match de Serie A contre l'Udinese 3-0. Il faut donc dire que c'était le 20 août dernier. L'international français avait été testé positif à la testostérone, donc
donc à l'occasion d'un double antidopage, d'un double contrôle d'antidopage, c'est qui, pour éviter une sanction, l'ancien joueur de Manchester United avait l'espoir d'un échantillon B négatif. Mais cette seconde analyse a confirmé les premiers résultats avec les traces de testostérone, selon donc les informations du journaliste Fabrizio Romano ce vendredi, alors que Pogba risque au maximum une suspension de 4 ans. La Juve va désormais lancer une réflexion sur une éventuelle rupture de contrat avec le tricolore, actuellement lié jusqu'en juin 2026. Merci à vous Idrissa Somparé, et c'est par cette transition qu'on va à la culture. Film Soir, Info Culture. Et c'est avec vous, Fatoumata Binta Diallo. On commence par la musique. Le rappeur engagé Gianni Alpha s'est associé à 3 autres artistes pour livrer le titre d'Ampal. Le comité Nobel a salué ses pièces de théâtre et sa prose innovante qui donne de la voix à l'incidible. Ces pièces de théâtre sont les plus jouées en Europe. L'écrivain norvégien Jon Fosse a reçu jeudi le prix Nobel de littérature 2023. Le comité Nobel salue ses pièces de théâtre et sa prose innovante qui donne de la voix à l'indicible. Le dramaturge de 64 ans succède à l'autrice française Annie Ernaux, récompensée en 2022. Né le 29 septembre 1959 à Haugesund, en Norvège, l'auteur fait ses débuts en 1983 avec son roman Rouge Noir. Le style marqué par de nombreuses projections dans le temps et une alternance des points de vue deviendra sa marque de fabrique. Son roman La remise à bateau de 1989 lui vaut l'estime de la critique. Voilà, c'était donc le prix Nobel, plutôt le titre concernant le prix Nobel de littérature qui a été décerné au dramaturge norvégien Jon Fosse. On parle à présent du rappeur engagé Gianni Alpha qui s'est associé à 3 autres artistes pour livrer le titre d'Ampal. Le rappeur d'origine guinéenne Shadi Fenopak, célèbre pour son flow, ses textes engagés et ses prises de position tranchantes, s'allie à Gianni Alpha et Muslim du groupe Esborap pour un projet inédit baptisé Dampal. Ce projet annoncé le 4 octobre 2023 par l'auteur du titre King of Panam représente une collaboration très attendue qui verra le jour très prochainement. Les 3 rappeurs reconnus pour leurs paroles franches et incisives promettent de briser les codes. Dampal est une collaboration qui suscite une grande attente parmi les fans de rap guinéen. Ce featuring s'annonce comme un manifeste social prêt à s'attaquer aux problèmes qui rongent la société guinéenne. Merci à vous Fatoumata Binta Diallo. Film Soir pendant qu'il est 18h passé de 52 minutes. Dernier virage. Film Soir, l'invité du soir. L'autre interview de Film Soir. Et on reçoit ce vendredi comme invité le responsable de la communication du Forum des forces sociales de Guinée. Ibrahima Balaya Diallo s'exprime sur divers sujets, notamment la loi des finances rectificatives 2023 promulguée par le président de la transition, et puis la menace syndicale et la morosité de la rentrée des classes. Il répond aux questions de Amadou Ritouri. Monsieur Ibrahim Balaya Diallo, bonsoir. Oui, bonsoir. Et la loi des finances rectificatives 2023 a été promulguée jeudi par le président de la transition. Quel est votre commentaire? Oui, mais bon, de toute façon, c'était attendu. Ce n'est guère une surprise pour les observateurs que nous sommes. De toute façon, maintenant, il faudra aller chercher cet argent. Parce que les gens pensent que le budget est déjà disponible. Parce que parfois, le commun des Guinéens ne comprend pas tellement c'est quoi le budget. C'est à aller chercher. Est-ce que maintenant, ils ont les moyens de leur politique? C'est ça la grande question. Ils peuvent annoncer le budget qu'ils veulent. Maintenant, est-ce que dans les faits, ils pourront l'obtenir? Nous leur souhaitons. Si c'est l'un des moyens pour finir la transition et aller à un ordre nouveau, oui, d'accord. Bonne chance que toutes les intelligences se donnent la main pour vraiment avoir ce budget. Donc, pour vous, vous n'êtes pas surpris? Ah non, pas du tout, pas du tout. De toute façon, vous savez que le CNT va obéir au doigt et à l'œil au palais Mohamed V, ça au moins c'est connu. Donc c'est pas des choses qu'on peut rejeter, non, ça ils n'osent même pas. Voilà, et Monsieur Balaya, les négociations tripartites entre gouvernement, syndicats et patronat piétinent. Conséquence, le mouvement syndical convoque une assemblée générale le 10 octobre. Quel risque selon vous? Bon, écoutez, vous savez, on veut bien croire que quand le monde syndical se bouge, qu'il y ait danger dans la cité.
Mais moi, je ne crois pas que nos syndicalistes, à moins qu'il y ait une nouvelle génération qui a compris qu'il faut nécessairement défendre les intérêts moraux des travailleurs, mais ceux que nous avions là et qui aujourd'hui sont toujours à la tête des centrales, bon, c'est pas des personnes sur qui on peut compter. Ah bon, maintenant, espérons que ce n'est pas seulement un effet d'annonce et que bon, peut-être quand on prendra les dirigeants à part et puis qu'on leur serve, comme dit quelqu'un assez trivialement, les sacs noirs remplis, bon, voilà, qu'ils continueront à défendre les gens. De toute façon, aujourd'hui, vous savez, la difficulté en Guinée, c'est que le combat, qu'il soit syndical, qu'il soit citoyen, est plombé aujourd'hui par la situation financière et bon, et puis aussi le manque de morale de ceux qui dirigent les structures. Aujourd'hui, ils se comptent sur les bouts des doigts. On verra bien. De toute façon, moi, bon, je me dis que pour aujourd'hui finir un combat, aller jusqu'au bout, obtenir gain de cause, c'est pas une gageure en tout cas. En tout cas, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc vous n'avez pas confiance aux leaders syndicaux actuels, c'est ça? Non, je m'interroge surtout. Que je veux croire qu'ils vont faire mentir et qu'ils vont me faire mentir. Voilà, je veux le croire. Vous savez, parfois, les gens peuvent utiliser ça juste comme une sorte d'appât pour obtenir quelque chose. Ou surtout ceux qui dirigent les sens. Mais bon, je veux croire qu'il y a une nouvelle génération, qu'il y a une nouvelle pensée syndicale, etc. Mais bon, si c'est ceux qu'on a là qui sont patrons de centrales syndicales et président de conseil d'administration, il ne faut pas compter sur eux. C'est des gens déjà qui se sucrent, qui se dorent la pilule. Donc voilà, c'est des gens qui n'ont aucun... Est-ce que ce ne sont pas des accusations que vous avancez comme ça? Non, ce n'est pas des accusations. C'est-à-dire que non, c'est comme ça. Écoutez, moi je fais partie des forces vives, je fais partie des forces sociales. Les syndicats sont dedans, on comprend certaines choses. Je vous ai dit que la plupart des patrons des centrales syndicales sont présidents du conseil d'administration quelque part. Donc leurs indemnités seulement aussi entre 50 et 100 millions. Donc c'est des gens, bon voilà. Est-ce que aujourd'hui ils peuvent faire fi de ça et vraiment faire face au CNRD et défendre les intérêts des travailleurs? Je veux le croire, mais bon, vous savez, chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit. Et l'ouverture des classes reste toujours un souci majeur pour beaucoup de parents d'élèves. Et quelle est votre lecture par rapport à cette morosité? Ouais, mais écoutez, puisque l'école publique est moribonde en Guinée, donc tout le monde se tourne vers les écoles privées. Or, aujourd'hui, on connaît la situation des Guinéens, du débrouillard guinéen au quotidien. Même ceux qui se disent classe intermédiaire, classe moyenne, etc. Aujourd'hui, il y a énormément de difficultés. Surtout qu'en Guinée, c'est un pays atypique. On te dit que non, il faut payer par tranche. Alors que dans les autres pays, tu payes l'inscription, tu payes le mois, tu payes par mois, on te donne le reçu. Mais ici, écoutez, vous payez des trucs, nous qui avons des enfants où on vous dit de payer entre 5 et 9 millions par an, tu sais, voilà, parfois c'est pas évident. Pour expliquer l'une des raisons même de la morosité, c'est parce que aussi les enseignants contractuels, moi j'ai entendu ceux de Cancan qui ont dit clairement, si les arriérés de salaire là ne sont pas payés, ils n'intégreront pas les classes. Donc voilà, on est parti. Bon, en fait, le CNRD finalement est en train d'ouvrir beaucoup de fronts. Le front syndical, l'éducation, et puis aujourd'hui les gens très difficilement à joindre les deux bouts. Et ça, c'est un problème dans un contexte aussi difficile. Merci, M. Ibrahim Balaya Diallo. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi pour l'écoute et puis merci à Lansé Sangaré qui a assuré la conduite technique. C'est la fin de cette édition d'information. Elle a été préparée par l'ensemble de la rédaction politique. Merci de nous avoir suivis. Arrêt info dans moins de 2 minutes. Au revoir.